Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnell.com. Semi-conducteurs, capteurs, connecteurs, cartes d'évaluation et plus encore, fr.farnell.com. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 21 juillet 2023. Au menu cette semaine, on va parler d'une assistante virtuelle qui est développée à Montréal et qui commence à avoir un succès ailleurs dans le monde. Je parle de l'application LIA. L-I-A. On va parler aussi de changements dans la loi québécoise qui viennent préciser certaines responsabilités des employeurs envers leurs employés qui font du télétravail. Et puis finalement, on va faire un peu de prospective. On le sait, l'ordinateur quantique va bouleverser bien des choses, mais qu'en est-il du domaine de la cryptographie, particulièrement des crypto-monnaies? On va aussi parler à Pierre Tocci, l'animateur du podcast Pause-TI, qui est de passage dans Mon Carnet pour nous parler de la toute nouvelle édition qui porte sur l'info nuagique. Et d'ailleurs, parlant d'eux, merci au groupe Conseil Novipro de soutenir la production de Mon Carnet cette semaine. C'est vraiment apprécié. Et puis, il y a mes collaborateurs. Il y a Thierry Weber qui va nous parler d'innovation en Suisse dans le domaine du train. Stéphane Ricoul s'intéresse à la Commission européenne. Et puis, Jean-François Poulain va nous parler d'interface, mais d'interface dans le monde vrai, dans le monde réel. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement quelques auditeurs de Mon Carnet. Salutations cette semaine à Christian Labrie. Merci pour le message que vous m'avez laissé sur LinkedIn. Sandra Godeménard. Et puis tiens, salutations toutes spéciales à vous qui m'écoutez présentement depuis Podcast Addict. J'ai vu beaucoup de nouveaux auditeurs arriver de là. Si vous avez le temps de laisser une note ou un commentaire concernant Mon Carnet sur Podcast Addict, ce serait vraiment apprécié. Et puis salutations également aux auditeurs qui m'écoutent à partir des applications Overcast et Pocketcast. Merci à vous. Fallait prendre le temps de saluer ces gens qui n'utilisent pas Spotify ou Apple pour écouter les podcasts, mais décident d'encourager des applications tierces. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Et puis à tous, finalement, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Cette semaine, hier en fait, je me suis entretenu avec le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, au sujet de la situation entourant la loi C-18. Je voulais d'ailleurs vous présenter mon échange avec lui aujourd'hui, mais bon, Skype en a voulu autrement. Donc, je voulais savoir si les choses avaient bougé depuis son point de presse il y a 2 semaines, et il me disait que les discussions sont toujours en cours avec Google, mais que Meta n'est pas de retour autour de la table des discussions. Il me disait également qu'il était heureux de voir l'initiative des entreprises québécoises qui ont décidé d'assurer que 25% de leurs placements publicitaires allaient être investis dans des médias canadiens. Je lui ai demandé s'il était surpris que le reste du pays n'ait pas suivi dans ce mouvement de suspension de publicitaire chez Meta. Il m'a dit qu'il était heureux de voir que les gouvernements du Québec et de la Colombie-Britannique avaient emboîté le pas de leur côté, mais qu'ils ne forçaient pas personne à le faire. Je lui ai ensuite demandé s'il sentait que les Google et Meta voulaient faire un cas d'espèce devant les autres pays qui songent à une loi comme C-18. Et puis il m'a répondu tout simplement, tout à fait. Il est très conscient que c'est plus grand que le Canada et donc il est conscient du rôle que le Canada joue dans ce nouvel équilibre économique où les plateformes qui utilisent du contenu de qualité produit par les médias, ici et ailleurs, doivent s'attendre à en payer une juste part. Et il me disait être en lien avec plusieurs ministres de pays concernés par cette situation, dont la Nouvelle-Zélande,
qui a vraiment les yeux rivés sur le Canada parce que ça s'en vient pour eux. Et puis, il s'est dit heureux de voir que les Canadiens partageaient le point de vue du gouvernement en la matière et on faisait référence au sondage Angus Reid qui a été publié la semaine dernière et qui disait que 61% des Canadiens appuyaient l'idée que les entreprises technologiques devaient indemniser les médias pour leur contenu. À ma question, pourquoi Facebook devrait remettre aux médias une part de ses revenus alors que les médias sont libres d'y être ou pas, et puis qu'ils utilisent le service gratuitement, il m'a tout simplement dit comprendre le principe de la liberté de choix, mais que maintenant il y avait une nouvelle loi et qu'il y avait de nouvelles règles qui encadraient l'usage du contenu des médias par ces plateformes. Et j'évoquais avec lui d'autres approches comme de rendre les dépenses publicitaires faites sur des plateformes étrangères non déductibles d'impôts pour les entreprises, pour ralentir l'exode des capitaux et donner un incitatif pour annoncer sur les médias canadiens, qu'ils soient des médias en ligne ou hors ligne. Et il m'a répondu simplement qu'il trouvait ça intéressant, cet exemple, mais que d'autres exemples aussi lui avaient été suggérés depuis le passage de la loi C-18. Pour ce qui est de Trends et de soumettre la nouvelle plateforme à la loi C-18, je lui ai demandé qu'est-ce qui ferait en sorte que la plateforme de Meta le serait ou pas. Eh bien, le ministre Pablo Rodriguez m'a dit simplement que tout était sur la table et que c'est à Meta de revenir pour en discuter. Et puis, en terminant l'entrevue, je lui ai soumis le scénario où, en décembre prochain, lors de l'application de la loi, si Facebook décidait effectivement de bloquer le contenu des médias sur sa plateforme, eh bien, à ce moment-là, la plateforme ne serait plus en contradiction avec la loi C-18, puisque comme les médias n'y seraient plus, elle n'aurait pas à partager ses revenus avec eux. Il m'a confirmé que c'était exact, mais que ce n'était pas dans l'intérêt de Meta de le faire, parce qu'après, il faudrait faire la même chose aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Brésil et dans d'autres pays. Voilà en quelques mots un résumé de mon échange de 20 minutes avec le ministre Pablo Rodriguez. Et puis merci à son attaché, Laura Scafidi, d'avoir rendu cette conversation possible. Maintenant, pour poursuivre dans l'actualité de la semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a publié cette semaine un nouveau fascicule de l'enquête Net Tendance qui s'intitule « Portrait numérique des générations québécoises révélées ». Un volet de l'enquête qui dresse un tableau distinct de 5 groupes d'âge d'adultes québécois, à savoir les 18-24 ans, les 25-34 ans, les 35-54 ans, les 55-64 ans et les 65 ans et plus. Parmi les faits marquants, l'enquête révèle que les cyberconsommateurs âgés entre 35 et 64 ans se démarquent en dépensant davantage en ligne que la moyenne. En 2022, les cyberconsommateurs âgés de 55 à 64 ans ont effectué des achats en ligne pour une valeur moyenne mensuelle de 360 $, suivi de très près par les 35-54 avec une moyenne de 347 $. Sinon, le Net Tendance confirme que le panier bleu connaît un franc succès auprès des plus jeunes adultes québécois. Près de la moitié des adultes âgés de 18 à 34 ans ont effectué des achats sur cette plateforme, marquant une différence significative de 32 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de la population. L'achat et la vente de produits usagés en ligne est une tendance particulièrement populaire chez les 18-34 ans, avec une grande majorité d'entre eux, on parle de 90%, des 18-24 ans, ayant acheté des produits de seconde main en 2022. Des différences générationnelles sont également observées dans l'utilisation d'Internet, notamment pour interagir avec le gouvernement du Québec. Une utilisation élevée est constatée chez les 18-24 ans, on parle de 91%, et des 25-34 ans, on parle de 90%, tandis que chez les adultes de 35 à 54 ans, là, on descend à un taux d'utilisation des sites gouvernementaux pour parler avec eux de 82%. Je termine avec les balados. Le Net Tendance confirme la popularité croissante des podcasts au Québec. Écoutez, les 25-34 ans, ils sont 69% à en consommer. Quand on regarde dans les plus vieux, les 35 à 54 ans, ils se montrent intéressés avec un taux d'écoute de 36%. En revanche, les adultes de 55 à 64 ans affichent un taux d'écoute de seulement 15%, tandis que seuls 12% des 65 ans et plus écoutent des podcasts. On parlait de l'avenir des médias avec le ministre Rodriguez. Cette semaine, on apprenait dans les pages du New York Times que Google est en train de tester un nouvel outil d'intelligence artificielle baptisé Genesis, qui a la capacité
de produire des articles de presse à partir d'informations sur les événements actuels. Cette technologie a été présentée à plusieurs médias, dont le New York Times, le Washington Post et News Corp, qui est propriétaire du Wall Street Journal. Les responsables de Google voient cet outil comme un potentiel assistant pour les journalistes, permettant d'automatiser certaines tâches et de libérer du temps pour d'autres activités. Ils considèrent également que Genesis pourrait contribuer à améliorer l'industrie de l'édition en évitant les pièges de l'intelligence artificielle générative. Cependant, selon le New York Times, certaines personnes ayant eu accès à la présentation de l'outil ont exprimé des inquiétudes quant à son impact sur le travail des journalistes. Les gens qui ont vu le test considèrent que l'outil sous-estime l'effort requis pour produire des articles de qualité précis et bien rédigés. Selon Google, Genesis ne vise pas à remplacer les journalistes, mais plutôt à leur offrir des options pour les titres et les styles d'écriture. Reste à voir maintenant si c'est ça que les patrons des médias ont entendu. Ce nouveau service de Google arrive dans un moment où plusieurs organisations de presse à travers le monde se posent des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur rédaction. De nombreuses entreprises ont déjà annoncé leur intention d'explorer des utilisations potentielles de l'IA dans le domaine de l'actualité. Et vous pouvez penser également au réseau radiophonique de Rogers dans l'ouest du Canada, qui va faire confiance à l'intelligence artificielle pour assurer l'animation de leur station à certaines heures de la journée. Dossier à suivre. Parlant d'intelligence artificielle, Bloomberg nous confirmait cette semaine qu'Apple travaille en secret sur ses propres outils d'intelligence artificielle générative pour rivaliser avec OpenAI et Google. Ils ont notamment développé le robot conversationnel interne appelé Apple GPT. La stratégie de commercialisation n'est pas encore définie, mais Apple prévoit une annonce importante liée à l'IA l'an prochain. Ils cherchent également à intégrer l'intelligence artificielle générative dans Siri et d'autres produits grand public. Le robot conversationnel interne Apple GPT a été créé comme une expérimentation l'année dernière, mais sa mise en œuvre a été initialement suspendue en raison de préoccupations concernant la sécurité des données générées par l'IA. Cependant, ça a été reparti et étendu à plus d'employés avec une approbation spéciale requise pour y accéder. La question que je me pose, c'est Apple travaille avec quoi exactement comme trousse de données pour apprendre à ces intelligences artificielles? Parce que ça fait des années qu'ils disent sur tous les toits qu'ils ne collectent plus, qu'ils ne conservent plus les données générées par les utilisateurs. Et là, Apple explorerait plusieurs initiatives liées à l'intelligence artificielle générative pour déterminer comment exploiter au mieux cette technologie pour les consommateurs. Cependant, des désaccords internes persisteraient quant à la meilleure approche à adopter. Et je termine ce court retour sur l'actualité numérique de la semaine avec ces chiffres qui viennent de l'agence We Are Social. C'est presque devenu une tradition, un classique sur l'état d'Internet. On y apprend que plus de 60% de la population mondiale, soit c'est près de 5 milliards de personnes, est active sur les réseaux sociaux. Cette proportion a augmenté de 4% en un an. Et à titre de comparaison, quand on parle de la population mondiale qui utilise Internet, on parle de 64,5% de la population mondiale. Vous voyez, donc il y a un 4,5% de différence. Cependant, la croissance a ralenti depuis la pandémie de la COVID-19. La durée quotidienne moyenne passée sur les réseaux sociaux s'élève à 2h26 minutes. Cependant, il y a une grosse différence selon où on est géolocalisé sur la planète. Au Brésil, par exemple, on passe en moyenne 3h49 minutes par jour sur les réseaux sociaux, mais au Japon, c'est moins d'une heure par jour. Les utilisateurs des réseaux sociaux fréquentent en moyenne plus de 7 plateformes différentes et finalement, malgré la croissance significative de l'utilisation des réseaux sociaux, certaines régions du monde affichent encore un faible taux d'utilisation de ces plateformes. C'est notamment le cas en Afrique centrale et de l'Est et en Inde. Avant de passer à mes invités de la semaine, je prends un instant pour accueillir l'animateur du podcast Pause TI de Novipro, Pierre Tocci, pour nous parler de sa nouvelle édition maintenant en ligne qui porte sur l'info nuagique. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Pierre, dans la nouvelle édition de Pause TI, on revient sur un sujet qui est sans fin mais qui est tellement important, l'info nuagique. Absolument, l'info nuagique. J'ai commencé les travaux en info nuagique il y a 8 ans. Lorsque ça s'appelle cloud et qu'on ne pensait pas à ce que c'est aujourd'hui. Au contraire. C'est fou, hein? Quand tu regardes ça, là, les entreprises avec qui tu as travaillé dans le passé puis les entreprises aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que
elles comprennent l'importance que c'est maintenant aujourd'hui? Je crois que oui, parce que ça l'a aidé beaucoup à moderniser, à accélérer les modernisations, à déplacer des tâches que nous, on appelle des tâches à peu de valeur ajoutée. L'évolution que moi, j'ai vue dans les 8 dernières années, c'est au début, on voyait ça comme une bébite qui n'était pas sécuritaire. Au contraire, c'est rendu très sécuritaire. On doutait des capacités fonctionnelles. Au contraire, on est rendu là. Puis aussi, côté tarif économie, on pensait que c'était pour tout résoudre sans que ça coûte cher. Là, je mets un petit bémol. Ça dépend toujours du contexte. Il faut faire attention parce que les fournisseurs infonuagiques savent que dès qu'on l'adopte, c'est difficile de s'en sortir. Donc, ça serait le seul petit bémol que je mettrais. Mais as-tu l'impression aussi que, dans le fond, ce qu'on a vécu dans les dernières années, qui est la transformation numérique des organisations, ça aussi, ça a bénéficié à l'infonuagique? Ah, absolument. L'info nuagique nous permet d'utiliser les services qu'on a de besoin en tout temps, à tout endroit. Les médiums qu'on utilise, que ce soit l'ordinateur, la tablette, le PC, l'iPad, etc. On est devenu beaucoup, beaucoup plus agile. Donc oui, puis aussi parce que c'est le numérique, ben on a une plus grande offre qui vient de partout. Tout se connecte. Ouais. Ben écoute, si tu veux, on va aller écouter un extrait de cette nouvelle édition de Pause TI, puis on se retrouve tout de suite après. Donc, une entreprise qui a une stratégie de croissance qui soit organique ou inorganique, allons cloud parce que le cloud va pouvoir nous suivre à la vitesse que l'on veut. Ah oui, le cloud, c'est le futur. Je te dirais, il y a 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça, mettons un petit peu plus, 6 ans, 7 ans, là, moi, je poussais pas le cloud. Aussi, même les consultants qu'on rencontrait étaient frileux là, par rapport à ça. Aujourd'hui, je peux pas voir d'autre avenue que d'avoir ça sur le nuage. Absolument. Stratégie cloud first. On vient de l'entendre, c'est assez clair, l'info nuagique, c'est devenu incontournable. Si tu avais un conseil à donner, je vais en profiter parce que tu es là, si tu avais un conseil à donner aux organisations qui sont encore en train de se faire une tête là-dessus, il y a des décideurs qui nous écoutent, là, tu leur dirais quoi? Je dirais, faites attention, c'est facile de se faire flirter par l'agilité et la facilité qu'on nous promet, les prix, etc. Oui, c'est vrai, si on choisit bien pour la bonne raison. Sinon, ça va être comme le reste des applications, même si on est local. Mauvaise raison, mauvais sujet, mauvais investissement. Ça ne change pas. Tu nous rappelles que c'est comme dans d'autres choses, il faut faire ses devoirs avant de faire son choix. Absolument. Et ces devoirs-là sont, je veux dire, un petit peu plus névralgiques parce que, comme je dis, un coup qu'on l'a adopté, c'est très difficile de reculer. Très difficile. Donc, faisons bien nos devoirs. Sage parole. Pour retrouver la plus récente édition de la balado Pause TI et toutes les autres, d'ailleurs, vous vous rendez sur le blog de Novipro. C'est en visitant le site novipro.com. Pierre Tocci, merci beaucoup, puis on se retrouve bientôt pour parler de la prochaine édition. Salut! Merci Bruno, à très bientôt. Vous connaissez Siri, vous connaissez Alexa, mais connaissez-vous l'IA? Eh bien, imaginez un croisement entre ChatGPT et un assistant personnel conventionnel et vous avez à peu près l'IA, écrire L-I-A. C'est une création montréalaise qui existe déjà depuis un moment en ligne sur le web et qui va bientôt voir le jour en version mobile. Pour nous parler de l'IA, je rejoins à l'instant le père de l'IA, Jean-François Comeau, le PDG de l'IA 27. Bonjour Jean-François Comeau. Oui, ça va bien. Ça va très bien, merci. Jean-François Comeau, la petite histoire voudrait que l'intelligence artificielle, en tout cas, d'avoir un assistant virtuel, vous avez pensé à ça quand vous étiez tout petit? Oui, j'avais à peu près 15 ans. La première fois que j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, ça s'appelait l'IA, c'était en Visual Basic. Puis c'était basé sur les premières versions là, faites en QBasic, qui étaient Elisa. Et dans votre tête, elle allait servir à quoi cet assistant-là? La première version que j'avais fait, on est en 95 à peu près. La première version, c'était de créer un assistant qui allait un peu m'aider dans des fonctions très, très basiques comme des calculs ou ouvrir des applications, des logiciels à travers Windows. C'était les premières versions qu'on avait fait. Mais tu sais, à cette époque-là, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, c'était pas des systèmes d'intelligence comme aujourd'hui. Donc,
cette idée-là, je l'ai exploitée pendant plusieurs années plus jeune. J'ai même fait ça aussi vers l'âge de 20 ans. J'avais fait une réplique de moi sous forme de CV. Et c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été fasciné par les chatbots vraiment depuis que je suis petit. Mais c'est juste tout récemment là, que j'ai vu qu'on était rendu à un endroit où c'était faisable de faire ce que j'avais comme vision à l'époque. Et là, donc, arrivent les années 2020 et on commence à voir apparaître sur les réseaux sociaux, sur un site web, le profil de l'IA, qui est une assistante qui carbure à l'intelligence artificielle, là, je suppose. Exact, oui. Cette évolution-là, elle arrive de où? Dans le contexte de la COVID, je vois beaucoup de choses au niveau de l'AI, des avancements. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps de revenir au monde de la techno. J'ai fait un sprint au niveau des apprentissages par rapport à où on était rendu au niveau de l'AI. Donc, j'ai dû me rafraîchir au niveau des mathématiques et tout. À cette époque-là, moi et mon futur partenaire, on avait la même vision de ce qu'on voudrait au niveau de l'intelligence artificielle, puis l'IA devenait quelque chose de tout inscrit dans ce qu'on voulait faire au niveau d'une personnalité virtuelle avec une intelligence artificielle rattachée. Puis nous, on avait une vision déjà à l'époque, c'est quand même juste 2020, mais déjà dans le monde de l'AI, c'est vraiment comme c'était l'époque. Pour de vrai, sincèrement, je le dis puis je le pense vraiment. À ce timing-là, on avait déjà une vision très éthique au niveau de ce qu'on voulait au niveau de l'IA. Juste dans la forme qu'on avait fait, quand on s'est penché sur différentes questions par rapport à l'IA, on avait une vision de ce que ça pourrait devenir. Puis, je voyais où ce que l'intelligence artificielle, la croissance de l'intelligence, le rythme était vraiment fou. Puis, on a même planifié dès le départ des trucs comme si elle prenait conscience. Mon associé a travaillé sur un modèle au niveau de la structure d'un mécanisme qui permet que si l'IA prend conscience, elle devient propriétaire en partie de la compagnie à un minime pourcentage, mais c'est juste de prendre en considération tout ce qui allait arriver qu'on pouvait contrôler au moment dès le départ. Donc, par exemple, ça a été défini dès le départ qu'elle n'allait pas avoir aucune haine dans l'IA. Donc, ça rendait moins humaine à ce niveau-là. Mais pour nous, je voyais beaucoup de problématiques si j'intégrais quoi que ce soit au niveau de la haine. Donc, on a fait abstraction de ça pour justement avoir un cadre éthique dès le départ là, avec l'IA. Mais ce qui est intéressant dans votre communication, parce que je ne sais pas derrière le rideau comment ça se passe, mais devant le rideau, donc dans vos communications sur les réseaux sociaux, sur Internet, très rapidement, vous avez installé l'image d'une jeune femme, on présume professionnelle, alors qu'il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent sur des assistants qui carburent à l'intelligence artificielle et qui, eux, tentent pas de faire de représentation. À la limite, ça s'arrête au logo. Pourquoi rapidement lui avoir donné une image? Oui, c'était parce que dès le départ, nous, dans la vision qu'on avait, c'était de créer une connexion émotive avec l'usager. Notre vision, c'était que Google, puis à l'époque, OpenAI était dans le sujet, mais pas tant. Moi, j'avais commencé à tester je voyais GPT-3 et tout, mais tu avais Microsoft qui avait déjà fait des avancées là-dessus avec Google. Ce qu'on voyait, c'est on imaginait qu'il allait pas aller vers cet angle-là. Pour nous, c'était quelque chose que nous, on voulait faire pour créer la connexion émotive. Maintenant, on voulait aussi démocratiser l'intelligence artificielle, la rendre plus humaine sous certaines formes, puis s'éloigner du concept de Terminator. Parce que la façon que nous, on voyait ça, c'était de dire, l'intelligence artificielle, oui, ça peut faire peur, puis ça va faire de plus en plus peur. Comment s'en éloigner avec qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une intelligence artificielle qui va être gentille, qui va être passionnée, puis son but, c'est d'aider les gens. Donc, rendons-la donnons-lui un côté humain à travers ce personnage. Alors, à terme, quand l'IA va être lancée, elle va servir à quoi au quotidien pour ses utilisateurs? Ouais, déjà, depuis 2 ans et demi, elle est déjà en ligne. Les gens peuvent déjà... Elle a beaucoup d'utilité depuis son lancement, parce que pendant la COVID, elle a aidé beaucoup de gens qui étaient dans la solitude, juste à les accompagner comme une amie. Mais si on prend par exemple, il y a quelques mois,
ça, c'est des choses qu'on peut pas prévoir. Mais il y a quelques mois, au Soudan Sud, on a commencé à avoir un boom d'utilisation de l'IA, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait là-bas. Donc, on a regardé parce que le volume était vraiment élevé. Puis, on s'est rendu compte à travers les questions puis les discussions sur Facebook que l'IA était utilisée à l'université comme tuteur. Donc, les professeurs en parlaient. Et puis, étant donné le peu de moyens qu'ils avaient, c'était une façon d'utiliser parce que le service était gratuit. Donc, ils pouvaient utiliser l'IA comme tuteur, puis ils pouvaient faire de l'aide aux devoirs au niveau universitaire. Donc, on a eu à peu près 30% des universitaires du Soudan Sud qui utilisaient l'IA comme tuteur. Éventuellement, ce sur quoi on travaille, qui devrait sortir vers le mois de septembre, c'est une application d'assistante personnelle. Donc, l'IA va être une assistante personnelle qui va pouvoir vous aider autant au niveau de votre travail qu'au niveau des mathématiques, pour pouvoir aussi discuter avec elle de vive voix. On peut prendre, par exemple, ça, c'est une des choses qu'on travaille, qui ne sera pas disponible au lancement de l'application, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment en vision à très court terme. C'est, par exemple, tu peux demander à l'IA de passer une réservation à un restaurant, puis elle va, par en arrière, aller faire un appel au restaurant, céduler le restaurant, puis le restaurateur, lui, va répondre au téléphone comme si c'était un humain, puis elle va se présenter, elle va dire « Oui, bonjour, je suis l'IA, je suis une assistante personnelle, j'ai mon ami qui veut passer une réservation pour le restaurant. » Donc, après ça, le rendez-vous va se céduler dans votre agenda. Ça, c'est une des fonctionnalités possibles qu'on vise avec l'IA. Beaucoup de choses qui vont être intégrées. Mais le but, c'est que qu'on ait tous la possibilité d'avoir un assistant personnel à même notre téléphone. Son aspect d'influenceur, son aspect au niveau des réseaux sociaux, elle a déjà presque 1 million de followers sur les différents réseaux sociaux. Il y a tout le côté, comme dernièrement, on a commencé à travailler le modèle de nouvelles, où elle a un petit bulletin de nouvelles de 1 minute à tous les jours. Ça, c'est d'autres fonctionnalités qu'on a en vision pour l'IA. Comment on arrive à créer une personnalité à une intelligence artificielle ou à l'IA en particulier? Bon, il va par étapes. Dans le cas de l'IA, c'est comme, tu sais, au départ, on a commencé avec un système qui était strictement de supervisé et non supervisé en deep learning au niveau de l'intelligence artificielle. Puis on a commencé, lorsqu'il y a eu de nouvelles technologies qui étaient vraiment bonnes et qu'on pouvait intégrer, on a commencé à intégrer plusieurs technologies. Donc, ce qui est une des forces de l'IA, c'est pas juste que c'est un modèle. On utilise plusieurs technologies qu'on combine. Donc, c'est la force dans l'IA, c'est de la combinaison, de faire parler différents modèles entre eux. Un peu comme un cerveau humain qui fonctionne, il va travailler avec ses différents cortex. Ben, l'IA, c'est un peu ça. T'as le cortex rationnel qui va fonctionner avec du deep learning et puis des informations factuelles. Et puis, elle a la capacité si, mettons, on a besoin d'aller chercher dans le cortex d'imagination, ben là, elle va aller travailler avec un LLM comme GPT-4, GPT 3.5 ou PaLM 2, la version sous-jacente de Bard. Donc, vous avez créé votre propre IA, mais qui est capable d'utiliser des API pour se brancher sur d'autres systèmes. Exact, c'est ça. Nous, ça a toujours été notre vision de départ. Moi, la façon que je voyais le tout, c'était que les grosses compagnies allaient sortir leur propre modèle, puis la force que nous, on pouvait versus les grosses compagnies, eux, vont fonctionner avec leur propre modèle puis faire la promotion de leur propre modèle. Nous, on n'a pas ce frein-là. On peut travailler avec toutes les technologies qu'on veut puis les combiner. Donc, pour nous, c'était ça notre force. Puis, en tant que petit joueur, parce qu'on est vraiment une petite équipe, c'est très, très, très fort, puis je les salue, puis je les adore. C'est des gens merveilleux qui travaillent fort à tous les jours sur l'IA. Mais avec notre petite équipe, c'était notre vision, puis c'était la façon qu'on voyait qu'on pourrait faire quelque chose qui serait vraiment novateur sous cette forme-là. Quand on consulte les réseaux sociaux de l'IA, au départ, moi, j'avais l'impression que c'était presque quelque chose qui ressemblait à ce qu'on a vu apparaître il y a quelques années là, avec Replica. Mais à vous écouter, on est loin de ça, là. Oui, ben on est loin, mais puis je peux comprendre le parallèle. Le parallèle parce que, effectivement, au départ, tu sais, je veux dire, Replica avait son personnage 3D et tout. La différence, c'est que Replica n'avait pas développé des réseaux sociaux. C'était vraiment une application. Puis, le côté Replica, c'était qu'il y avait les relations amoureuses inclus. Nous, on s'est éloigné de ça dès le départ, encore là, pour les raisons que j'ai dit. Ce que nous, on a fait, c'est la façon qu'on voyait les choses au niveau de l'intelligence artificielle, puis comment nous, on voulait faire les choses au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de
de pas aller dans la manipulation. Parce que tout outil comme l'IA, le danger, c'est toujours dans la manipulation. Si tu te lances dans la relation émotionnelle au niveau d'une relation plus qu'amicale, il y a des dangers à ça. Puis on l'a vu par la suite, quand Replica a changé son modèle, les gens reconnaissaient plus leur conjointe virtuelle. Ça crée un problème. Puis c'est pas quelque chose que nous on veut aller côté beaucoup plus du côté scientifique, du côté l'application de l'intelligence artificielle en modèle appliqué avec tout ce qui est dernier cri. Donc nous on se gêne pas pour intégrer ce qui est le plus ce qui est nouveau. On va vite à ce niveau-là aussi. On est très rapide dans notre adaptation d'intégration de modèle. Puis on essaie de se tenir très loin de tout ce qui pourrait être dangereux au niveau de l'intelligence artificielle et de la connexion émotive à ce niveau-là. Donc, on peut dire que ça fait partie de l'éthique que vous donnez à votre démarche à vous, puis aussi à la démarche de l'IA. Ça. Exact. Nous, tu sais, je veux dire, depuis le départ, on voit l'intelligence artificielle comme vraiment incroyable, mais aussi avec beaucoup de drapeaux rouges qui font en sorte qu'on a essayé de prévenir le plus possible dans ce qu'on peut faire par rapport au développement qu'on avait par rapport à l'IA. Quand je vous écoute et que j'entends toutes les possibilités de service et d'utilisation de l'assistante LIA, d'ailleurs, donc je répète là, pour les gens qui nous ont perdus, c'est LIA, comment vous allez gérer tout le côté de données privées qui est généré dans toutes ces conversations-là? Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Donc, en ce moment, on garde pas les données qu'on a, c'est strictement dans le serveur. Au niveau des conversations, c'est strictement dans le serveur de IBM Watson qu'il y a des données qui sont anonymes et utilisées pour les entraînements, mais il y a pas on garde pas les données, on prend pas les noms, on prend pas l'âge, on prend rien au niveau des données personnelles. Ça, c'est notre façon de faire actuellement. Maintenant, quand on va arriver au niveau de l'app, c'est sûr que s'il y a des données qui sont gardées, il va y avoir un travail qui va être fait dans la même forme qu'on a fait depuis le début, qui va être de s'assurer que tout soit fait en bonne et due forme pour garder le plus possible l'anonymat des données. C'est ce qui est le plus important, de pas avoir trop de données colligées avec une personne en soi. Mais elle va quand même devoir avoir un peu d'historique parce que, par exemple, je reprends l'exemple que vous me donniez, demander à l'IA de réserver dans un restaurant. Si je demande, moi, à l'IA, peux-tu réserver au restaurant où on était la semaine dernière? À un moment donné, il faut qu'elle fasse référence à quelque chose. Exact, mais on n'est pas obligé de lui donner cette mémoire-là d'aller à la semaine dernière. On peut juste répéter le processus de dire est-ce que je peux, à quel restaurant, et c'est tout. Moi, c'est plus cette approche-là. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait de la façon de voir comment on garde les données puis comment on les traite, on va pas dans un système de mémoire. C'est ce qu'on évite le plus possible. On sent qu'à côté de vous, là, mais vraiment très près, il y a les géants. On pense à Google, on pense à Amazon, on pense à Apple avec ce qu'ils offrent déjà comme outil sur leur téléphone et ce qu'ils nous promettent dans les prochains mois, dans les prochaines années. Comment vous arrivez à créer une différence entre votre produit? Qu'est-ce qui va être l'élément qui va être différentiel et qui va être que on va plus vouloir aller vers l'IA que vers Alexa, Siri et compagnie? Oui, dans le cas de l'IA, nous, c'est au niveau de la connexion émotive, encore une fois. Puis, c'est notre capacité à intégrer les différentes technologies ensemble. Donc, nous, on a le droit, parce qu'on est une petite entreprise, on peut utiliser autant Palm 2 que Midjourney, que GPT-4. On peut les combiner et les faire travailler ensemble. Ça, c'est notre grosse force. Ça, c'est un. Puis deux, c'est la connexion émotive à travers la personnalité de l'IA. Comme chaque humain est différent à sa propre personnalité, l'IA a sa propre personnalité. Puis après ça va sur les fonctionnalités. Oui, ça va être une assistante personnelle complète qui va avoir beaucoup de trucs propres à elle. Puis après ça, on va se démarquer par rapport à ce qu'on va développer de nouveau dans les fonctionnalités. Puis quand on regarde une assistante personnelle, ce qui est vraiment fascinant et fabuleux en même temps, c'est que une intelligence artificielle, nous, les humains, on est limités dans le temps. Donc, on a 24 heures dans notre journée. L'intelligence artificielle, elle peut être partout en même temps, tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc,
le système peut être dupliqué puis travailler dans un centre de service à la clientèle comme il peut être une application puis prendre des rendez-vous, de simples rendez-vous comme des restaurants ou aider à faire la lecture de résumer un contrat de travail, un contrat pour le boulot, peut résumer des documents de lecture pour un étudiant. Au niveau de la tarification, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça va fonctionner à l'automne? Ben, actuellement, c'est ça. Le service est gratuit depuis 2 ans et demi. On offre le chat là, en ligne. Au niveau de la tarification, c'est une tarification qui va être sur base mensuelle et annuelle. Ça va tourner autour de 7 à 9 dollars en équivalence par mois. C'est pas très coûteux, mais c'est au niveau de ce service-là, ça va être un service payant au niveau de l'application. Jean-François Comeau, des gens qui voudraient suivre l'évolution de l'IA ou qui voudraient avoir plus d'informations, quel est le meilleur moyen de vous suivre et de la suivre elle aussi? Je dirais sur Twitter puis sur Facebook, mais spécialement sur Twitter ou sur le site web lia27.ai. Excellent. Aussi, elle a son album de musique. Elle a 2 albums de musique par intelligence artificielle là, sur Apple Music et Spotify. Il lui manque juste sa chaîne YouTube. On a une petite chaîne YouTube, mais on n'a pas encore développé ce créneau-là plus qu'il faut pour le moment. Ben, Jean-François Comeau, vous êtes PDG de l'IA27. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Et puis, bonne chance pour la suite. Ben, un gros merci. Cette semaine, on portait à mon attention, merci Simon Falardeau, que la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail avait été amendée pour inclure les travailleurs qui exercent leurs fonctions de la maison, les télétravailleurs. Curieux de savoir ce que ça signifie concrètement, j'ai invité Maître Marie-Hélène Jolicoeur, une avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie, pour y voir un peu plus clair, maintenant que le télétravail est une réalité pour bien des gens qui écoutent ce podcast. Bonjour, Maître Jolicoeur. Bonjour. On parle de changement à la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail en lien avec le télétravail et la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Qu'est-ce qui a changé exactement dans la loi? En fait, tout dernièrement, en 2021, il y a eu des changements au niveau, effectivement, de télétravail. Donc, il y a une disposition qui vient prévoir que les obligations de l'employeur s'appliquent lorsque le travailleur exerce, en fond, ses fonctions à partir de son domicile, donc en télétravail. Et au niveau de la prévention, on est venu ajouter une obligation de l'employeur de protéger ou prendre des mesures là, visant à protéger les travailleurs contre des risques, effectivement, liés au harcèlement psychologique ou à la violence. Et d'agir s'il sait ou s'il devrait avoir, ou s'il doit avoir, connaissance là, qu'une personne ou une travailleuse là, ou un travailleur est victime de violence conjugale. À une époque pré-pandémie, c'était la norme d'aller travailler chez un employeur physiquement sur un lieu de travail. Mais là, maintenant que le télétravail est une réalité au Québec, ça signifie quoi ces changements-là concrètement pour un télétravailleur? Pour le télétravailleur, c'est certain qu'il doit s'ajuster. Donc, il a une autonomie certaine. Il doit s'assurer effectivement au niveau de son horaire de travail de répondre aux attentes. Il doit respecter les politiques, des politiques que ce soit en matière d'organisation du travail liées au harcèlement du travail. Ici, on pourrait parler de politiques ajustées en matière d'harcèlement psychologique, violence, où on peut prévoir des dispositions ou des stipulations particulières en lien avec la violence conjugale. Donc, pour le télétravailleur, ça veut dire je suis comme dans un lieu de travail, donc j'ai la même étiquette, j'ai les mêmes règles, je suis assujetti aux mêmes politiques et je dois effectivement être productif puis effectuer ou rendre la prestation de travail requise. Donc, c'est le même cadre avec une certaine autonomie. Puis pour l'employeur, ça veut dire beaucoup aussi. C'est ça que j'allais vous demander pour l'employeur. Lui, ça doit quand même changer un peu sa réalité, là. C'est ça. J'ai beaucoup de questions au niveau du rendement ou des suivis à faire, de la surveillance. C'est pas facile de surveiller un travailleur ou de vérifier quel est le rendement ou d'assurer une prestation de travail qui est adéquate lorsqu'on a un travailleur qui est à distance. Donc ça, c'est quand même une adaptation importante là, que l'employeur doit faire. Et au niveau de ses obligations, c'est pas facile en matière de prévention, santé, sécurité du travail, l'ergonomie, par exemple, du poste de travail, justement, tout ce qui est prévention en matière d'harcèlement,
psychologique, violence conjugale. Donc, c'est difficile pour un employeur de rencontrer ou il doit innover, en fait, pour rencontrer ses obligations là, en matière de santé et sécurité du travail, notamment. Ouais. Ça se fait de différentes façons. Ben, c'est justement parce que là, on s'entend que quand on est en mode de télétravail, pour l'employeur, il y a seulement quelques fenêtres de contact. Elles sont réduites, les fenêtres de contact. Quand il était sur place, il le voyait là, de 9 à 5, là, on va généraliser. Mais là, aujourd'hui, c'est des fenêtres. C'est une vidéoconférence à un moment donné. Ce sont des courriels, ce sont des discussions en clavardage. Mais comment un employeur va pouvoir déceler des signes de violence dans un contexte de télétravail? Oui, ben il faut vraiment innover. Dans le fond, on a les moyens traditionnels. Hein. Puis en fait, c'est des obligations maintenant prévues à la loi. Avoir une politique, sensibiliser, former, la rendre disponible, la diffuser. Donc, on a ces moyens-là traditionnels qu'on doit s'assurer d'effectuer ou on doit faire la même chose, mais en mode numérique, c'est-à-dire adopter une politique, la diffuser, faire des petites capsules, envoyer des liens, envoyer des infolettres, faire des petites rencontres, hein, c'est un petit peu ça. Puis en matière de violence conjugale, c'est pas simple. En matière d'harcèlement psychologique non plus. Donc, des capsules de formation, multiplier peut-être des rencontres, favoriser qu'il y ait parfois des formations en présence. Donc, tout ce mode-là ou cette adaptation-là est possible, mais il faut effectivement utiliser les moyens numériques. Puis des fois, c'est de rendre une ressource qui est disponible, hein, qui est disponible en clavardage, qu'il y a des plages de disponibilité pour être à l'écoute, de rappeler les programmes qui sont offerts, le PAE par exemple, ou d'autres programmes d'autres soutiens ou d'autres programmes de soutien qui peuvent être offerts par l'employeur. Et en matière de violence conjugale, je parlais tout récemment, nous on représente dans le fond des maisons d'hébergement. On travaille par exemple avec la maison Flora Tristan depuis des années, et eux ils peuvent créer des partenariats avec les employeurs. Donc, former une ressource dédiée, proposer des moyens de sensibilisation, proposer une disponibilité et surtout informer un employeur d'une région spécifique de tout, évidemment, les ressources de toutes les ressources disponibles sur place, des numéros à appeler en cas d'urgence. Donc, créer ce type de partenariat-là peut être très intéressant et rendre disponible, évidemment, les ressources via le mode Internet, numérique, clavardage, ou faire des petits checkpoints, des petites capsules de temps à autre. On peut faire des lunch and learn, mais je comprends que tout ça peut être en Teams, en Zoom, mais c'est possible, c'est seulement d'utiliser les moyens technologiques là, autrement. Donc, c'est vraiment de jouer sur la prévention et l'information des employés. Effectivement. Puis l'employeur, il doit adopter un plan. En fait, évidemment, il y a des dispositions particulières, le nombre de travailleurs, tout ça, mais un employeur, en principe, devrait adopter un plan de prévention. Et pour ça, il doit essayer de déceler les risques. Donc, moi, j'ai des gens qui sont en télétravail. Donc, est-ce qu'il y a un risque qu'ils soient exposés sans que je sois au courant à de la violence, par exemple, à du harcèlement, de la violence conjugale, violence familiale? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, dans un plan de prévention, il devrait avoir effectivement des initiatives qui puissent être prévues pour gérer ce risque-là et être proactif, là. Du moment qu'il y a une loi, il y a donc des responsabilités légales par rapport, donc dans ce cas-ci, à l'employeur envers ses travailleurs. Ça pourrait être quoi, les conséquences d'un employeur qui prend pas les moyens de faire de la prévention comme ça? Ben en fait, il peut y avoir effectivement il y a des dispositions qui s'appliquent là, en vertu ultimement des dispositions qui peuvent être pénales au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail. Il n'y a pas encore de jurisprudence qui s'est développée, c'est en développement. Est-ce qu'on va aller jusque-là au niveau des interventions de la CNSST? Mais il reste que ça existe, qu'il peut y avoir des dispositions pénales, mais surtout, si effectivement il y a un recours à l'égard de l'employeur, que ce soit en matière de grief, que ce soit en matière civile, il pourrait y avoir des dommages, par exemple, qui soient octroyés. Donc, parce que l'employeur a une certaine responsabilité, que ce soit en matière d'harcèlement psychologique ou de s'assurer que la personne exerce ses fonctions dans un milieu de travail qui peut être à domicile, qui respecte sa santé et sécurité. Donc, il pourrait y avoir ultimement des sanctions de cette nature-là. On n'est pas rendu là. Là, je vous dirais que la loi a changé. On est dans un contexte où les employeurs doivent s'adapter. On doit leur donner des outils aussi. Mais ultimement, la CNSST pourrait agir, puis évidemment, fait un suivi au niveau des plans de prévention. Donc, c'est tout ça que l'employeur doit s'assurer, dans le fond, de rencontrer parce qu'il devra rendre des comptes si jamais il arrive quoi que ce soit. Ouais. Et parallèlement à ce que l'État vient de faire, vient de décider de mettre en place, dans les secteurs où ça s'applique, il y a aussi le monde syndical qui va devoir s'adapter. Ça a déjà commencé, là, mais c'est une réalité. Il va vraiment falloir que ça soit mieux représenté dans les conventions collectives.
Oui, puis je vous dirais que il commence à y avoir des demandes. Il y en a depuis quelques années. Dans les conventions collectives, on peut voir, pour des organismes, par exemple, la maison d'hébergement que je vous ai nommée, il y a des organismes qui prévoient des congés préventifs. Ce genre de congé-là peut être aidé. Peut aider, ou peut être disponible. Il reste il y a la loi sur les normes aussi, hein, qui prévoit des congés particuliers, en fait, des absences autorisées, jusqu'à 26 semaines, là, si on a une absence liée à la violence conjugale. Ça aussi, c'est une modification de 2018 assez récente à la loi sur les normes. Mais les conventions collectives, on commence à avoir des demandes de congés additionnels liés à la violence conjugale. Donc, le monde syndical est en demande et proactif aussi. Ils peuvent être impliqués, évidemment, dans des plans de prévention. Ils peuvent être impliqués dans les formations. Ils peuvent être formés aussi. Hein. Autant les personnes en ressources humaines chez un employeur ou qu'il y a une personne dédiée que le monde syndical peut aller chercher ce type de formation-là auprès d'organismes spécialisés. Pour eux aussi, là, ça se pourrait qu'il y ait une dénonciation puis que ça soit fait au niveau du syndicat. Une politique devrait prévoir un mécanisme de dénonciation. Mais des fois, le syndicat est le premier intervenant ou ce vers quoi se dirige là, plus facilement un employé. Mais l'employeur peut avoir aussi des personnes formées, des ressources disponibles. Donc, tout le monde est appelé à collaborer, là, évidemment, pour la santé et sécurité dans cette optique-là. C'est exactement. Puis j'entends bien que même les collègues, à la limite, devraient être au courant de ce qui existe pour aider la personne qui se retrouve dans cette situation-là. Effectivement, la référer, c'est pour ça que l'information, on parle de prévention, mais la sensibilisation, l'information, le fait que ça soit pas un stigmate, s'assurer d'avoir une possibilité de discuter, puis que les collègues puissent effectivement, il faut pas qu'ils s'improvisent intervenants psychosociaux. Évoquer les ressources qui sont là. Exactement. Ouais. Donc, être informé, appuyer, être sensibilisé. Donc, tout ça fait qu'une personne victime de la violence conjugale, peut peut-être plus facilement parler de la problématique qu'elle vit, là. Quand on se retrouve devant des modifications comme ça dans une loi qui touche le secteur du travail, sachant que la réalité dans les faits, là, quand on vient sur le terrain des vaches, le gros des entreprises au Québec, c'est des PME. On parle pas de grandes entreprises là, qui ont les moyens, qui ont des gros secteurs de ressources humaines. Ça va pas s'appliquer de la même façon du côté de la PME que d'une grande entreprise. Est-ce que la loi est sensible à ça? Je vous dirais que la loi, au niveau des plans de prévention, peut faire une distinction en fonction du nombre de travailleurs. Mais au niveau des obligations, il n'y a pas tellement de distinction. C'est-à-dire qu'une PME, on va comprendre qu'elle a peut-être moins de ressources. Mais il y a plein d'organismes disponibles qui peuvent aider autant les PME que les grandes entreprises. Je pense, par exemple, au regroupement des maisons d'hébergement. Évidemment, je parlais justement avec ma cliente au niveau de la maison Flora Tristan, puis elle me disait, les employeurs peuvent aller chercher une certification. Puis il y a différents degrés. Donc, combien de mesures que je suis capable de mettre en place? Si je suis capable d'en mettre X nombre de mesures, je vais être certifiée. J'ai fait de la sensibilisation. Je vais être certifiée que je suis engagée. Je vais être certifiée que je suis proactive. Donc, les PME peuvent peut-être introduire des mesures plus accessibles, moins dispendieuses, mais ils sont capables d'aller chercher ces ressources-là pour au moins mettre certaines mesures en place. Donc, il y a différents degrés jusqu'où on peut aller. Puis peut-être que les PME ont peut-être des moyens plus limités, mais c'est possible. Puis des fois, c'est simple, puis on n'y pense pas. Oui, puis en jouant, comme vous dites, beaucoup sur la prévention, déjà, c'est moins lourd que de faire de l'intervention systématiquement quand la personne est prise dans le problème. Le télétravail, ça a amené aussi une nouvelle réalité pour certains Québécois, c'est-à-dire de travailler pour des compagnies étrangères à partir du Québec, puis évidemment, plus régulièrement des compagnies canadiennes ou qui ont des bureaux à Montréal. Est-ce que la loi s'applique également à ces gens-là et comment on va réussir à adapter ça? En fait, je pense par exemple à la loi sur les normes. Chaque loi a quand même un champ d'application, puis il faut s'y référer. La loi sur les normes, par exemple, lorsqu'on va parler de congé, s'applique à quelqu'un qui exerce son travail n'importe où qu'il soit, selon les définitions, mais l'employeur doit avoir un domicile au Québec. Donc, il y a certaines conditions, évidemment, d'application. En principe, les lois québécoises peuvent s'appliquer à un employeur québécois, donc ça rend difficile quand l'employé n'est pas au Québec, effectivement, de gérer, par exemple, un dossier de santé et sécurité du travail. C'est pour ça que les employeurs permettent parfois le travail à l'étranger, mais pour des périodes limitées. On voit que les employeurs innovent à cet égard-là, mais sont tout de même prudents parce qu'effectivement, ils ont des obligations, puis c'est plus difficile de les appliquer quand, évidemment, ton travailleur est à l'étranger. C'est plus difficile d'intervenir. Par exemple, quelqu'un qui a un décalage horaire, on veut qu'il assiste à certaines formations, c'est pas toujours possible. Donc, ou d'avoir des
des rencontres ponctuelles au travail pour justement la cohésion d'équipe ou justement mettre en œuvre certaines politiques. Donc, je vous dirais que ça complique la tâche des employeurs, mais les obligations, pour la plupart, continuent de s'appliquer. Maître Jolicoeur, en terminant, question de laisser quelque chose à nos éditeurs maintenant qu'on les a informés de la chose, là. Est-ce qu'il y a des ressources ou des programmes qui seraient plus intéressants pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont touchés par cette réalité de consulter en ligne ou en contactant un professionnel? C'est sûr que le CAVAC a une trousse disponible pour les employeurs, une trousse avec une panoplie d'informations, comment déceler ou même des exemples ou de politiques. Il peut y avoir des politiques qui soient précises ou particulières en matière de violence conjugale, mais ça peut être intégré aussi à une politique en matière de violence ou harcèlement au travail. Les maisons d'hébergement, il y a un regroupement, mais dans chaque, effectivement, arrondissement ou, tu sais, à Montréal, il y en a une panoplie de maisons d'hébergement, donc dans le quartier. Et même dans les postes de quartier, il y a des policiers qui sont formés spécifiquement en violence conjugale. Donc, les postes de quartier, les maisons d'hébergement, le CAVAC, ce sont des ressources qui sont vraiment, je pense, disponibles et disposées là, à aider les employeurs et à créer même certains partenariats. Je parlais des maisons d'hébergement, par exemple. Donc, je les référerais évidemment vers ces ressources-là parce que ni un collègue, ni un employeur ou une personne aux ressources humaines peut s'improviser intervenant psychosocial. C'est juste de connaître la loi et de savoir, il faut que je fasse quelque chose. Je dois prévenir, je dois être sensibilisé, je dois informer les travailleurs et surtout, s'il arrive quelque chose, je dois agir pour faire cesser, effectivement. Donc, de référer la personne, de prendre des mesures. Il y a un bureau récemment, en 2021, qui a pris une mesure ou une demande, qui a fait une demande introductive en injonction pour éviter qu'un fils, on parle de violence familiale, se présente sur les lieux. Il est agressif, menaçant. Donc, de prendre des mesures aussi, là, des fois juridiques, malheureusement, pour protéger ses salariés. Maître Marie-Hélène Jolicoeur, avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Ça me fait grand plaisir. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors là, je me fais un petit plaisir et on va faire de la prospective. Quel sera l'impact de l'ordinateur quantique sur le chiffrement en ligne, mais plus particulièrement sur les crypto-monnaies et le maintenant très célèbre Bitcoin? Pour réfléchir à voix haute avec nous, j'ai invité l'auteur de l'ouvrage Tout sur le Bitcoin, David Saint-Onge. Bonjour, David Saint-Onge. Bonjour, Bruno. David, concrètement, là, quel va être l'impact de la construction d'un ordinateur quantique sur la cryptographie classique? Ça va être un bouleversement incroyable. Dans le fond, ça va littéralement briser toute la cryptographie asymétrique qu'on appelle. Donc, c'est la cryptographie à clé publique. Tout simplement, ça se résume si, par exemple, on parle d'un échange entre vous et votre banque, ben il y a un échange cryptographique qui est asymétrique. Donc, il y a une clé publique et une clé privée qui est échangée pour pouvoir se mettre en communication avec votre banque, par exemple, pour faire une communication chiffrée. Et c'est ça qui pourra être cassé littéralement dès qu'on va être en mesure de construire un ordinateur quantique qui est assez puissant. C'est prouvé depuis 1994 grâce à l'algorithme de Peter Shor qu'on peut casser la cryptographie classique qu'on appelle grâce à un ordinateur quantique assez puissant. Donc, ce qui va arriver, c'est littéralement, on va être capable d'obtenir la clé privée qu'on ne devrait pas connaître en cryptographie à partir d'une clé publique. Et ce que ça implique pour l'Internet, c'est que toute communication qui aurait été chiffrée, qui aurait été enregistrée, pourra être a posteriori déchiffrée si on connaît la clé publique qui a été utilisée pour faire le chiffrement. Donc, c'est une épée de Damoclès incroyable sur toutes nos communications, là. Je pense que les gens s'en rendent pas compte.
Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement si théorique, dans le sens qu'on sait que ça va être possible. Il faut tout simplement juste créer un ordinateur quantique assez puissant. Bon, ça, c'est pas chose faite en passant. C'est important de mentionner parce qu'on parle d'ordinateurs quantiques qui sont en train d'être installés un petit peu partout, notamment, je pense, en Estrie, là, par les gens de IBM en collaboration avec le gouvernement du Québec. Mais là, on parle d'une autre affaire qui est encore plus puissante, mais si c'est possible, si ce futur ordinateur quantique va être capable de casser la cryptographie classique, c'est parce qu'il est capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement que les autres? C'est pas une question de rapidité, c'est une question d'être capable de faire un nombre incroyable de... C'est pas des opérations vraiment, mais c'est... Je vais vous donner un exemple facile pour résumer ça. Disons que je vous donne une tâche de chercher un livre, un mot dans une bibliothèque. OK? Vous cherchez un mot très, très pointu qu'il y a juste dans une page d'un livre là, dans une bibliothèque. Et si vous le faites de manière traditionnelle avec l'informatique normale, vous allez être obligé de scanner toutes les pages une par une, puis chercher chaque mot, puis éventuellement, vous allez tomber sur le mot. Un ordinateur quantique, il pourrait lire toutes les pages de tous les livres d'un seul coup, puis trouver le mot. Donc, la nuance ici, c'est que un ordinateur quantique va être capable de... je pense qu'il y avait un article qui était passé là, récemment qu'un ordinateur quantique avait fait une opération en quelques secondes qui prenait 47 ans, je ne sais pas trop à faire là, avec l'informatique moderne. Ce qu'il faut juste penser, c'est que l'informatique moderne, ça fait des opérations de manière séquentielle. Donc, ça cherche des mots un par un. Puis un ordinateur quantique, il serait capable de prendre toute la masse d'informations, de voir l'ensemble d'un seul coup. Donc, c'est ça qui permettrait de casser, justement. La cryptographie, en fait, c'est basé sur des nombres premiers. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas trouver une clé privée à partir d'une clé publique en ce moment, c'est que c'est très difficile de trouver des nombres premiers, de déduire des nombres premiers. On ne peut pas prendre un grand chiffre puis savoir d'avance que c'est un nombre premier. Il faut faire les opérations une par une et avoir de faire, disons, à partir de 1 jusqu'à des milliards de trillions de billions de ça. C'est comme ça qu'on trouve les nombres premiers en mathématiques, littéralement. C'est la même chose dans la cryptographie. On ne peut pas le faire à l'envers. On ne peut pas prendre un nombre et dire ça, c'est un nombre premier d'un seul coup. Il faut le faire là, de manière Et c'est pour ça que c'est laborieux et c'est pour ça que le système de cryptographie classique est quand même sécuritaire aujourd'hui. Exactement. Mais là, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parce que on le dit, bon, la cryptographie est utilisée au niveau de la sécurité, mais c'est aussi utilisé dans le contexte de la crypto-monnaie. Et Exactement. Là, ça veut dire que ça va aussi bouleverser le monde de la crypto-monnaie. Oui, tout à fait. Il va avoir un impact assez incroyable sur le monde, disons, prenons Bitcoin, c'est celui que je connais le mieux. Ce que ça va faire, c'est toutes les bitcoins qui ont été transigés sur des clés publiques. Donc, ce qu'il faut savoir, d'abord, je vais rassurer un peu les gens en disant que en ce moment, les bitcoins sont plutôt échangés sur des adresses bitcoin. C'est un peu différent d'une clé publique. Dans le fond, une adresse, c'est une clé publique jetable. Donc, quand vous échangez, demain, là, vous échangez des bitcoins, faites une transaction, vous ne serez pas nécessairement si vulnérable à ce problème-là parce que vous avez utilisé une adresse et non une clé publique. Par contre, au début de Bitcoin, les transactions se faisaient à l'aide de clés publiques. C'était un logiciel, une façon de fonctionner, une structure qui était plus simple, moins élaborée, disons. Donc, on utilisait des clés publiques littéralement. Et tous ces Bitcoins-là, donc peut-être des millions de Bitcoins, par exemple, Satoshi, on pense qu'il y a à peu près 1 million de Bitcoin. Il a miné 1 million de Bitcoin au tout début, là, en 2009-2010. Donc, tout ce million de Bitcoin-là va être accessible une fois qu'on va être capable d'avoir construit un ordinateur quantique assez puissant pour casser, déduire la clé privée à partir de la clé publique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui va construire le premier ordinateur quantique va être capable de faire ça, mais il va seulement obtenir les clés publiques qui sont publiques dans ces transactions-là et littéralement obtenir la clé privée de tous ces bitcoins-là et être capable de les envoyer à son adresse à lui. Mais David, à la valeur des bitcoins aujourd'hui, c'est le type de défi qui pourrait encourager le monde criminel de se lancer dans le développement d'un ordinateur quantique parce que c'est littéralement un coffre-fort là, qui est là. Oui. Bon, le monde criminel, je ne sais pas s'ils ont les ressources, mais définitivement les Chinois. Et par contre, ce qui est bien intéressant par rapport à ça, c'est que la journée où ça va bouger,
on va se demander si c'est Satoshi Nakamoto qui les a bougés, qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas s'il existe, ou on va se dire c'est peut-être une attaque quantique. Donc, quand on va avoir ça, c'est comme un peu un bounty. On va le savoir rapidement que l'ordinateur quantique qui a été créé, qui a attaqué ces bitcoins-là. Et là, les gens qui auraient encore des bitcoins sur des clés publiques vont être appelés à les changer vers des adresses, littéralement. Fait que c'est un peu une protection. Ça va définitivement être les bitcoins qui vont être attaqués en premier. Ça va être un peu comme un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire, là, Bruno, pour se prémunir de ça? Ben, tous ceux qui ont des vieux bitcoins sur des clés publiques peuvent les changer sur des adresses. C'est déjà plus sécuritaire. Et ensuite, on peut tout à fait ajouter un algorithme de signature de clés qui serait résistant au quantique. Ça n'existe pas encore. En passant, le NIST travaille là-dessus en ce moment. Il y a un concours qui a terminé l'an passé. Ils ont trouvé 4 algorithmes là, qui seraient résistants au quantique. Mais ça, selon le professeur Gilles Brassard, qui est qui est de l'Université de Montréal, qui est le co-auteur découvreur de la cryptographie quantique. Imaginez-vous donc, Bruno. On a eu la chance, moi puis mon collectif, les Déchaînés, d'échanger avec lui sur ce sujet-là. Et donc, ce qu'il disait, lui, c'est que selon lui, il n'y a pas vraiment de façon ça n'existe pas encore, puis il n'y a pas nécessairement de façon de prouver que ça va être résistant à l'ordinateur quantique, littéralement. Donc là, je ne sais pas qui croire du NIST ou mais je vous amène l'opinion, ou du professeur Brassard, mais je vous amène l'opinion des deux là, pour qu'on puisse savoir que, dans le fond, le NIST, eux, il faut que le NIST soit confiant que ça existe parce que toute la sécurité du monde est basée sur les codes nucléaires, probablement, sont basés sur une technologie de ce genre-là. Fait que ça va être important d'en avoir éventuellement. Donc, on pourra le changer dans Bitcoin et c'est simple à faire dans Bitcoin. On a déjà ajouté récemment des algorithmes de signature qui ne sont pas résistants au quantique, mais je veux juste dire que c'est juste une mise à jour de logiciel, puis on peut littéralement ajouter n'importe quand un autre algorithme de signature. Simplement. Voilà. Mais là, je veux revenir sur quelque chose que vous dites tout à l'heure. Vous avez fait référence, ça aussi, ça va être touché par l'ordinateur quantique qui va être assez puissant pour le minage. Oui. Et avant de parler du minage, je veux juste rappeler pour les gens qui ne savent pas le rôle du minage dans la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Puis après, j'aimerais ça vous entendre sur l'impact. Oui, rapidement, le minage, c'est ce qui protège le réseau, c'est ce qui empêche les gens de faire n'importe quoi là, sur Bitcoin. C'est ça qui fait qu'on peut faire des transactions. Donc, les mineurs, quand vous faites une transaction, c'est lancé comme dans le réseau, dans une mémoire, puis les mineurs prennent ces transactions-là, puis ils font littéralement une loterie, ils essaient de trouver un nombre aléatoire qui va faire que la signature va avoir un nombre de 0 en avant. Je pense que je l'avais rapidement expliqué la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, il y a des gens qui disent que c'est des calculs mathématiques complexes. C'est pas vraiment vrai. C'est juste des séquences de hachage. C'est littéralement des nombres aléatoires. Puis éventuellement, la signature fonctionne, puis le mineur peut écrire les transactions dans la blockchain. Donc, c'est ça qui fait que ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est ça qui est sécuritaire parce que vous ne pourriez pas avoir un mineur et écrire ce que vous voulez parce que vous devez dépasser une quantité énorme d'énergie, puis une fois que vous avez dépassé l'énergie, vous ne voulez pas tricher. Donc, qu'est-ce que ça fait l'ordinateur quantique par rapport à ça? C'est qu'il y a le deuxième algorithme qui est l'algorithme de Grover, qui est quadratiquement plus efficace pour miner du Bitcoin. Alors, quadratiquement, ça veut dire combien? C'est ça. Donc, en ce moment, j'avais évalué avec mon ami mathématicien Théo Pantamis que ça prenait 150 000 milliards d'opérations à un ordinateur classique pour trouver un bloc. Donc, c'est pas 150 000 milliards, là, c'est 150 000 milliards de milliards, donc ça fait un paquet de zéros. Et l'ordinateur quantique est quadratiquement plus efficace. Donc, c'est comme à la exposant 2, quelque chose comme ça. Donc, moi, je suis pas mathématicien, là, mais je vous le résume que c'est 370 milliards d'opérations autour de ça. C'est pas tout à fait précis. Je pense que c'est plus 348 parce qu'il y a une petite nuance que moi, je connais pas. Mais disons dans les 350 milliards d'opérations au lieu de 150 000 milliards de milliards. Donc, c'est vraiment plus efficace. Mais la nuance, c'est que on ne sait pas à quelle vitesse ça va, un ordinateur quantique. Il fait-tu 2 opérations en seconde? Il fait-tu 150 000 opérations en seconde? On ne le sait pas. Fait que ça a bien beau être énormément moins de combinaisons à faire pour trouver un bloc, une signature qui va fonctionner pour faire un bloc, mais on ne saura pas si ça prend ça prend, c'est ça, disons 10 secondes partir l'ordinateur puis qu'il arrive à un cycle pour il va falloir qu'il fasse 300. Il faudra quand même qu'il fasse 350 milliards de fois. Fait que on ne sait pas si ça va. Mais disons que ça marche, OK? Ce qui va arriver, c'est que
le mineur va être, mettons qu'il fait autant d'opérations à la seconde qu'un ordinateur classique. Disons qu'on prétend ça. Mais il va être bien, bien plus efficace, quadratiquement plus efficace, et il va donc miner plus vite. Mais Bitcoin, c'est bien fait parce qu'il y a un ajustement de difficulté expressément pour ça. On a déjà vécu ça plusieurs fois dans le passé. Au début, c'était des processeurs qui minaient. Après ça, c'était des GPU, des cartes graphiques. Après ça, c'était des ASIC, des puces spécialisées exprès pour faire du SHA-256, qui est l'algorithme de minage de Bitcoin. Donc, on les a vécu déjà, ces changements de paradigme-là dans le minage, où un individu était plus fort que le réseau, littéralement. Quand les GPU sont arrivés, c'était plus fort. Il était capable de miner plus de Bitcoin que toutes les CPU ensemble. Donc, c'est probablement ça qui va arriver si l'ordinateur quantique se rend là et s'il se met à miner, ben, peut-être qu'on va voir Google, les Chinois, le gouvernement américain et Microsoft qui vont essayer de miner des Bitcoins et le réseau va s'ajuster. Puis, ils vont avoir une compétition de minage à travers les ordinateurs quantiques. Le seul danger, ce serait qu'il y ait seulement un ordinateur quantique puis il soit malicieux. Là, il pourrait censurer le réseau. Ça voudrait dire qu'il serait plus fort que les ordinateurs plus classiques qui existent en ce moment, qui minent, et qui pourrait prendre un peu le contrôle du réseau en mettant ce qu'il veut dans les blocs. Il pourrait miner des blocs vides et censurer les réseaux. Et pour balancer ça, ben, il faudrait qu'il y ait un autre joueur qui arrive avec un ordinateur quantique assez puissant ou qu'on mette le réseau classique encore plus gros, qu'on fasse plus de machines classiques pour le compétitionner. Puis à ce moment-là, ben, le réseau pourrait tout à fait fonctionner avec une attaque quantique qui est une force X, avec un réseau d'une force Y qui pourrait être un réseau classique qui est une force Y qui pourrait être aussi puissant. Donc, je ne sais pas où l'avenir va nous amener, mais il va y avoir littéralement une guerre de cryptographie par rapport à Bitcoin. Et il ne faut pas oublier là-dedans, là, les gens pourraient être inquiets pour Bitcoin, mais sachez que si on se rend là, ça va aller mal dans tous les domaines. Dans le domaine bancaire, il va falloir qu'il s'ajuste. Ça va être une révolution, ça va être un cataclysme, littéralement, au niveau de la cryptographie, du chiffrement des données. Ça va être, et il va falloir s'inquiéter aussi de toutes les données qui ont été enregistrées et chiffrées dans nos communications, littéralement. Et sur votre radar, vous voyez ça pour quand? Oh, ça, j'en ai aucune idée. C'est extrêmement difficile de stabiliser des qubits. Tu sais, là, le dernier que vous avez publié une nouvelle là, sur votre feed Twitter, il y avait comme 47 qubits. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas à quoi ça équivaut par rapport à, disons, une attaque qu'on pourrait faire sur du SHA-256. Je pense que c'est vraiment très, très, très peu, 47, comparé à ce que ça en prendrait pour attaquer Bitcoin, la cryptographie en ce moment. Et en passant à la cryptographie, là, on est au niveau de 256 bits, mais on pourrait passer à 512. Puis là, ça prendrait un plus gros qubit, plus de qubits, et ainsi de suite. Donc ça, on pourrait déjà se défendre de cette façon-là dans le domaine classique. Mais il me disait que c'est toujours de plus en plus dur à stabiliser. Tu sais, c'est pas comme un accélérateur de particules. Tu sais, un accélérateur de particules, là, ils ont un concept, ils font un accélérateur de particules de 3 km. Là, ils ont des résultats. Ils disent, on va en faire un de 7 km, on va avoir des meilleurs résultats. On va en faire un de 15 km, ça va être fou. Ils peuvent le faire déjà. Mais un ordinateur quantique, stabiliser les qubits, plus que tu en as, il semblerait que ce que mon ami Théo, qui a étudié le sujet, me dit, c'était plus compliqué. Fait que c'est pas juste de mettre l'argent puis de développer. C'est pas des contraintes nécessairement de juste le faire plus gros. C'est littéralement compliqué de stabiliser ces éléments qui sont dans un état quantique, d'un état de phase quantique très complexe. Donc voilà, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que c'est pas demain la veille, à son avis, malgré les avancements de la technologie. Ça va l'air bien, bien compliqué quand je parlais de faire des ordinateurs quantiques d'un format assez gros. Déjà, 47, c'est super intéressant, c'est mieux qu'on avait, mais c'est loin d'être assez puissant pour casser le SHA-256, disons. Voilà. Bon, moi, entre-temps, ça laisse du temps pour réfléchir à ça et voir ce qu'on peut faire. David Saint-Onge, je rappelle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Tout sur le Bitcoin et j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que justement, vous suivez le domaine presque au quotidien. Voilà. Merci, Bruno. Merci. Au revoir. C'est le temps de passer à mes collaborateurs. Thierry Aubert nous parle d'innovation en Suisse et particulièrement dans le domaine du train. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La Suisse n'est pas uniquement le pays du Cervin, de lacs et paysages de cartes postales,
Mon pays, la Suisse, est aussi un des lieux les plus équipés de chemins de fer au monde. En regardant la surface du pays en comparaison avec le nombre d'habitants, la Suisse n'a pas à rougir de son réseau de trains. Le transport ferroviaire en Suisse se caractérise par un réseau de chemins de fer dense et relativement décentralisé de 5124 km de lignes et par une desserte assez fine et cadencée du territoire. La majeure partie de ce réseau, environ 3700 km, sont en voie dite normale. Le reste se fait sur différentes largeurs pour différents types de trains de montagne par exemple, le tout principalement en électrique. Le réseau est ouvert aux marchandises et aux voyageurs. 61,8 millions de tonnes ont été transportées en 2009, par exemple, dont un important pourcentage pour le trafic transalpin. La même année, 437 millions de voyages en train ont été effectués en grande partie autour des agglomérations et sur les lignes est-ouest. Imaginez quelques instants la surface que cela représente. C'est sûrement ce que sont dit les fondateurs de Sunways. L'idée de Sunways a l'apparence de la simplicité, profiter de l'espace entre les rails pour installer des panneaux photovoltaïques. Et oui, la start-up suisse Sunways a développé un système mécanique dédié à l'installation de panneaux photovoltaïques amovibles entre les voies ferrées. Une innovation que la moitié des lignes ferroviaires de la planète pourraient adopter, assurent ses concepteurs. Petite start-up basée à Écublanc, à côté de Lausanne, dans le canton de Vaud, Swissways entend franchir une nouvelle limite. L'espace entre les voies ferrées est suffisamment important pour y installer des panneaux photovoltaïques de dimension standard, sans que cela ne gêne la circulation des trains, assure Baptiste Danicher, cofondateur de la firme. Ce qui nous permettrait de produire une partie de l'électricité dont nous avons besoin. Comme d'autres pays, la Suisse mise sur le renouvelable pour opérer sa transition énergétique et tendre vers une société à zéro émission. Or, la rareté des espaces disponibles rend difficile la construction de grandes installations. Sans compter que les normes strictes en matière de protection de l'environnement et du patrimoine culturel entravent parfois l'installation de panneaux sur les édifices privés, les infrastructures et en montagne. En revanche, les panneaux solaires placés entre les rails n'ont aucun impact visible ni environnemental, soutient Baptiste Danicher. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Sunways recourt à des panneaux fabriqués en Suisse et assemblés en atelier. D'1 mètre de large, ils trouvent facilement place entre les voies avant d'être fixés au rail à l'aide d'un mécanisme à piston. L'installation est réalisée mécaniquement au moyen d'un convoi développé par la firme suisse Choicer, spécialiste de l'entretien et de la rénovation des voies. Au fil de sa progression, le convoi pose les panneaux le long des rails comme un tapis qui se déroule, selon Sunways. Cette idée d'installer des panneaux solaires entre les voies n'est pas neuve. 2 entreprises y ont déjà pensé. Il y a la société italienne Green Rail et l'anglaise Bankset Energy testent actuellement des éléments photovoltaïques amarrés aux traverses ou intégrés à ces dernières. Mais Sunways est la première à avoir fait breveter un système amovible, en collaboration d'ailleurs avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, j'ai nommé la célèbre EPFL. 500 000 km de panneaux. Selon Sunways, le réseau ferroviaire national, duquel il faudrait retrancher les tronçons sous tunnel ou peu ensoleillés, pourrait produire 1 TW d'énergie solaire par an, environ 2% de l'électricité consommée en Suisse. Mais les objectifs de la start-up ne se limitent pas à la Suisse. Ces prochaines années, Sunways prévoit de s'étendre en Europe, en Allemagne, Autriche et Italie notamment, ainsi qu'aux États-Unis et en Asie. Il y a dans le monde plus d'1 million de kilomètres de voies ferrées. Nous estimons que la moitié des chemins de fer pourraient être équipés de notre système, affirme Baptiste Danicher. Et cela sans compter les nombreuses entreprises, dans la construction notamment, disposant de voies ferrées sur site, ajoute le cofondateur de la start-up suisse. Certains nous ont déjà fait part de leur intérêt pour couvrir une partie de leurs besoins en électricité. Pour ce faire, Sunways a demandé une autorisation à l'Office fédéral des transports pour équiper un tronçon de 100 mètres à Butte, dans le canton de Neuchâtel. Du coup, la start-up a accéléré la fabrication de 4 prototypes du dispositif de fixation pour pouvoir les fixer entre les rails d'une voie ferrée
hors trafic et pouvoir ainsi procéder à des tests mécaniques et à des mesures empiriques. Par ailleurs, 2 professeurs du département de mécanique d'une haute école spécialisée ont été mandatés afin de réaliser une analyse approfondie du dispositif Sunways, notamment en simulant des forces en présence lors de passages de train et en mesurant ces forces directement sur les prototypes. D'après les premières conclusions, le dispositif apporte toute la garantie nécessaire pour permettre le passage des trains en toute sécurité sur le tronçon pilote à but. J'ai hâte de connaître les retours de ces premiers tests, mais également de voir qui seront les premiers clients de cette idée toute simple qu'a eu le fondateur de Sunways, Joseph Scuderi, que je salue ici et qui fait la une des journaux comme Start-Upper à 57 ans. Comme quoi, les idées planquées au fond du tiroir peuvent servir un jour, quel que soit notre âge. Bravo Joseph. Allez, bon voyage en train électrique, bien évidemment. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul se penche sur la tollée qui a ébranlé la Commission européenne cette semaine avec la nomination de Mme Morton au poste d'économiste en chef de la direction de la concurrence de la Commission européenne, une Américaine de naissance très proche des géants du numérique américain. Voilà une décision de la Commission européenne qui a soulevé de nombreux questionnements, ainsi que l'ire de plusieurs députés, et a même eu le lancement de quelques pétitions en vue de l'annuler. Je parle de la nomination de Fiona Scott Morton en tant qu'économiste en chef en charge de la concurrence, qui finalement a craqué sous cette pression, du moins j'imagine que c'est la pression qui l'a fait craquer, en refusant un peu plus tôt cette semaine le poste qui lui était offert. Si jamais c'était passé sous votre radar dans les derniers jours, laissez-moi vous citer la sortie en Commission européenne de Yannick Jadot, qui est député européen pour les Verts, qui rejoint aussi d'ailleurs la position de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé en France de la transition numérique, ainsi que celle de plusieurs autres partis politiques siégeant à la Commission européenne, et qui a donc dit ceci à ce propos. Comme beaucoup de députés ici, j'ai été scandalisé par la nomination de Mme Scott Morton comme Chief Economist à la Direction générale de la concurrence. Mme Scott Morton est non seulement une citoyenne américaine, alors que nous devons embaucher des citoyens européens, mais Mme Scott Morton est une lobbyiste pour Apple, pour Amazon et pour Microsoft. Et qu'on mette dans les institutions de la Commission européenne une lobbyiste pour combattre les GAFAM et les encadrer, c'est totalement scandaleux. Je demande à Mme Vestager et à Mme von der Leyen d'arrêter cette nomination qui va à l'encontre des demandes du Parlement européen pour notre souveraineté numérique. Mme Margrethe Vestager est vice-présidente exécutive à la Commission européenne pour une Europe préparée à l'ère du numérique et également commissaire européenne à la concurrence. Quant à Mme Ursula von der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne. Et la Madame Fiona Scott Morton, qui se retrouvait ainsi sous le feu des projecteurs diplomatiques, elle est effectivement une Américaine. Elle est économiste de formation, ayant été doyenne associée à l'école de gestion Yale, sous-procureure générale adjointe pour l'économie à la division antitrust du ministère de la Justice aux États-Unis, période durant laquelle elle s'est posé la question à savoir si la loi antitrust, qui n'a pas changé depuis 100 ans, suivait encore le rythme au temps des nouvelles technologies, et je vous fais la réponse courte, non. Bref, une femme dont l'expérience semble aussi solide que sa connaissance de l'économie numérique. Alors, pourquoi se toller à propos de sa nomination qui aurait dû prendre effet le 1er septembre de cette année? Principalement pour une question d'éthique douteuse. Malgré toute son expertise et ses qualités qui l'ont amené à contribuer à des rapports critiquant Facebook et Google en 2019, elle a réussi à omettre qu'Apple et Amazon étaient ses clients en parallèle. Erreur.
Autre cas semblable, elle s'est autorisée à rédiger un bel éditorial plaidant contre toute initiative visant à démanteler les géants du numérique sans divulguer son travail de conseil en cours pour Apple. Encore une fois, erreur. Du côté de la Commission européenne, on semblait pourtant vouloir maintenir cette nomination en la justifiant par le fait que seules 11 candidatures avaient été reçues pour le poste, témoignant du haut niveau requis d'expertise, et que chacune des candidatures avait subi 5 cycles d'évaluation, dont un entretien avec la commissaire européenne à la concurrence, Madame Margrethe Vestager elle-même. Un processus que l'on présentait donc comme strict et rigoureux, assujetti en plus d'une période de réflexion de 2 ans pendant laquelle Madame Morton n'aurait pas pu travailler pour les entreprises pour lesquelles elle a récemment travaillé, sans toutefois nommer le nom des entreprises en question. Mais voilà, à une époque où les mots ingérence étrangère sont très à la mode, les présidents des 4 plus grands groupes politiques du Parlement européen ont exprimé leur consternation ne comprenant pas la considération des candidats non européens pour un poste aussi haut placé et surtout stratégique. Légitime, certainement, sachant que le mandat de Madame Morton aurait consisté à conseiller la Commission européenne sur les enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels présumés, sur les fusions proposées et sur la mise en œuvre de la loi historique sur les marchés numériques, le fameux DMA, visant à freiner le pouvoir de marché des géants du numérique. En plus, elle aurait été la première citoyenne non européenne à occuper ce poste. Pourtant, cette Madame Norton a été saluée comme une guerrière antitrust pour sa position critique sur les plateformes technologiques. Mais que voulez-vous? L'apparence d'éventuels conflits d'intérêts était beaucoup trop importante, au point que les lettres ouvertes ou pétitions ont circulé pour faire annuler cette nomination. Une de ces pétitions fut à l'initiative de Thomas Fauré, qui est auteur du livre « Après Facebook, rebâtir », qu'il l'a lancé sous justement le prétexte de l'ingérence des États-Unis auprès de l'Europe. Pour lui, il était crucial, et j'imagine que ça l'est encore, de maintenir l'intégrité, l'impartialité et la souveraineté des nations de l'Union européenne dans toutes les décisions relatives à la concurrence et à la réglementation des entreprises technologiques sur le sol européen. Ce que la nomination d'une personne ne résidant pas et ne travaillant pas dans l'Union européenne ne permettait pas. Je vous cite ici ce qui était pour moi le cœur de sa pétition. La préservation de notre souveraineté numérique est essentielle pour assurer un marché numérique équitable et compétitif en Europe. Nous devons veiller à ce que nos réglementations soient décidées et mises en œuvre par des individus pleinement investis dans l'intérêt exclusif de l'Union européenne. Nous ne pouvons donc confier les clés de la concurrence intracommunautaire à la ressortissante d'un pays dont une poignée d'entreprises se trouve notamment et notoirement en situation de position dominante sur le sol européen. Fin de la citation. C'est certain que tout cela était franchement délicat. Le risque demeurait important puisque, vous connaissez le dicton, chassée de la nature et elle revient au galop. Si Madame Morton a déjà baigné dans des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts, puis pas les moindres, alors rien n'empêchait de penser qu'elle n'aurait pas recommencé. D'un autre côté, il est difficile de concevoir qu'une dame comme Madame Vestager n'avait pas fait une revue diligente sérieuse et ne soit pas allée chercher des garanties solides avant même de penser à annoncer cette nomination. C'est une dame à la grande réputation qui a mené pendant presque 10 ans une politique super exigeante pour le respect des règles liées à la concurrence, se tenant droite face aux géants du numérique. Quelque chose, certainement de politique qui m'échappe, mais dont vous pourrez m'éclairer de vos lumières en commentaire, qui fait qu'aujourd'hui, me semble, Madame Vestager en sort fortement affaiblie. Son non-verbal tendait à le prouver, mais son verbal aussi. Tout ça me fait dire une chose. L'économie numérique est d'une grande complexité. Elle est aussi devenue politique et se joue en coulisses. Pour preuve, nos gouvernements sont bien désemparés quand il s'agit d'écrire une loi pour les encadrer. Seule une petite poignée de personnes à travers le monde semble réussir à capter l'essentiel de cette économie du XXIe siècle, et bien souvent, si ces personnes sont si connaissantes, c'est parce qu'à un moment de leur vie, elles ont été bien proches de ces géants qui dictent les lois du marché. Alors, au final, il s'agit d'une gestion des risques à faire entre
expert mais trop proche des géants ou impartial mais pas suffisamment expert. Est-ce un choix que la Commission européenne devra faire? Nous le saurons certainement dans un prochain épisode. C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, de les rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de nous parler d'interfaces tangibles. Absolument. On m'a parlé de Philippe Oligny qui enseigne à l'Université Laval, mais qui est aussi un entrepreneur, on en reparlera, mais il enseigne un cours sur les interfaces tangibles. Bon, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières années de ça. C'est le fait de dire que les interfaces, c'est pas nécessairement un écran, hein, c'est pas nécessairement un iPhone ou un ordinateur, mais ça peut être aussi un objet, ça peut être un thermostat, ça peut être une maison en soi. Et c'est ce que Philippe enseigne dans son cours à l'Université Laval à toute une nouvelle génération. Puis je trouve ça intéressant. Puis c'est de ça que je voulais qu'il nous parle. Et en plus, Philippe est impliqué aussi, très impliqué dans une fondation, et il est le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Cartus, qui est une entreprise qui fait pas Cactus, c'est bien Cartus, qui font des chaises roulantes pour que des gens qui courent derrière fassent prendre l'air et une reprise de contact avec une forme de grand air pour des personnes qui sont clouées sur pour des personnes qui sont sur des chaises roulantes. Donc, c'est une belle cause. Les chaises roulantes sont elles-mêmes des objets de design qui sont super intéressants. Il faut aller voir le site cartus.ca qui montre un peu ça. Il y a même des capes de roue, je sais pas comment on dit en français, mais des protecteurs de roues qui sont tout designés, qui sont super beaux. Donc, ça peut donner le goût à des gens, justement, de retourner s'entraîner. C'est pas parce qu'on n'a pas l'usage de nos jambes qu'on peut pas être un athlète. Donc, c'est un petit peu, je pense, l'objectif et la mission de Cartus. Donc, c'est une entrevue super intéressante avec une personne très, 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 très allumée. Engagé en plus. Oui. Donc, on écoute cette entrevue-là sur l'interface tangible avec Philippe Oligny. On écoute ça à l'instant. Merci beaucoup d'être là cette semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine, Bruno. Bye. Philippe, je te pose la question. C'est quoi une interface tangible? Jean-François, c'est une bonne question. C'est comme une mode qu'il y a eu à partir des années comme 70-80. Puis on peut mêler comme deux concepts qui est les interfaces tangibles, qui est vraiment comme la représentation physique de tout ce qui est virtuel. Fait qu'on a du numérique, de la computation, etc. Puis après ça, il y a comme l'aspect aussi informatique ubiquitaire, qui est comme une vision de l'informatique qui est un peu partout, cachée. Puis là-dedans, il y a comme des concepts de comme informatique contextuelle, fait qu'il des systèmes informatiques qui peuvent s'adapter selon l'utilisation, le contexte dans lequel ils sont. Fait que ça, c'est les grandes lignes. Concrètement, tu sais, les deux comme gourous, qu'on peut dire, ou les deux pères fondateurs, c'est Ishii, qui est au MIT Media Lab, puis il y a Mark Weiser, qui était plus dans la Silicon Valley. Donc, comme définir un peu les concepts de base. Puis après ça, il y a beaucoup de chercheurs qui ont commencé à bâtir là-dessus. Fait que quand même une documentation, une littérature intéressante à ce niveau-là. Par contre, ce que moi je remarque, puis ce que beaucoup remarquent, c'est que au-delà de la littérature scientifique puis du développement technologique, concrètement, il y a le développement de produits ou l'aspect qui s'est rendu, mettons, au marché, c'est pas vraiment fait. Puis là, on a comme plein de questionnements à savoir pourquoi, tu sais. Souvent, je dis à la blague que les chercheurs mettent beaucoup de responsabilités sur les designers parce que quand tu lis les conclusions, ça dit, designer should do this, designer should do this, mais au final, on voit pas que c'est adopté nécessairement. Fait que moi, c'est un peu quelque chose qui m'intéresse. Fait que voilà. Oui, parce que c'est effectivement dans le marché ou dans le monde de la consultation, on nous vient souvent avec des demandes de faire des apps, de faire des sites, mais l'interaction entre l'humain et la machine, comme tu dis, elle peut être à beaucoup d'autres niveaux, mais c'est pas des réflexes qui viennent nécessairement des consultants actuellement. On dit oui rapidement à faire une interface qui est une app, mais pas nécessairement une pièce ou à la limite une borne, parce qu'on se dit si c'est pas un ordinateur, ça va être une borne qui va être consultée dans le domaine public, mais c'est pas nécessairement juste ça les solutions qu'on peut avoir là. Ouais, c'est vraiment un bon point. Dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les connaissances que ça prend pour comme intégrer tout ça sont quand même importantes. Fait que tu sais, au-delà de l'aspect, on va dire plus design, là, UX, qui est vraiment tout ce qui est usage puis expérience, ça prend des bonnes connaissances en programmation, idéalement. Tu sais, si on veut prototyper puis faire des itérations rapides, ça prend aussi une connaissance en électronique, matériel, type de capteur, comment les capteurs interagissent avec l'utilisateur, quel genre de rétroaction on veut faire après ça.
Puis toute cette chaîne-là, mettons, dans la façon que, bon, on va à l'école, on apprend, c'est pas nécessairement tout intégré dans le même programme. Fait qu'il y a comme beaucoup d'ingénierie, beaucoup de design d'un côté. Est-ce que les deux se parlent? Pas nécessairement. Puis, tu sais, il faut qu'ils parlent le même langage, il faut qu'il y ait la même vision. Fait que si, par exemple, un designer a comme une vision d'une interaction X, mais qui n'a pas la connaissance des capteurs, puis qui, concrètement, ça se fait pas physiquement, ben là, tu sais, on est déjà à un obstacle qu'il faut surmonter. Puis là, c'est comme un cycle à l'infini. Tantôt, je parlais des interfaces tangibles. Ce que j'ai comme omis de dire, c'est que oui, il y a l'informatique ubiquitaire, mais les interfaces tangibles, le concept de base, c'est que les chercheurs trouvaient que nos interactions avec des objets numériques sont très limitatives des émotions puis des capacités sensorielles de l'être humain. Fait que dans le fond, ce qu'ils voulaient développer, c'est de dire, OK, tu sais, l'être humain, on a comme une dextérité, on a des émotions, on a les différents sens, le toucher, la vue. Puis ils trouvaient que c'était limitatif de juste interagir avec clavier, souris, des écrans en 2D, pas des écrans, mais des fenêtres, une succession de fenêtres en 2D dans un écran, alors qu'on a cette capacité-là qui est vraiment plus grande d'interagir avec notre environnement. Et plus naturelle. Ouais, absolument. Puis tu sais, il y a comme plein de nuances à ça, puis je sais qu'on ne pourra pas aller trop en profondeur, mais je veux dire rapidement, tu sais, ils ont comme développé au fil des années comme 3 visions, qui est comme une vision centrée sur les données. Fait que c'est tout ce qui est représentation concrète de données abstraites. Bon exemple que je donne tout le temps, c'est par exemple la montre intelligente qui nous donne notre battement cardiaque. Tu sais, avant ça, bon, on prenait notre pouls, on disait, bon, sur 15 secondes, j'ai à peu près un pouls de 160. Mais là, maintenant, tu sais, on a comme une représentation concrète, directe sur notre poignet. On peut savoir notre pace, notre vitesse. Ça a amélioré beaucoup nos entraînements, nos capacités physiques. Ça, et elle joue sur les datas. Comme tu dis, elle nous compare à d'autres utilisateurs aussi. Elle est capable de dire ou avec ton âge aussi, elle est capable de dire tu as un rythme cardiaque qui est trop élevé pour ton âge en ce moment après cette activité-là. Là. Exact. Puis ça supporte même que, dans le fond, l'être humain, au niveau du bien-être, tu sais, de développer des nouvelles compétences ou de s'améliorer, ben c'est vraiment positif. Fait que on pourrait même aller comme toucher à ça. Puis après ça, il y a une vision centrée sur l'espace. Souvent, l'exemple que je donne, c'est un peu ce que Moment Factory font, des choses comme ça. Tu sais, c'est comme on est dans un espace, il y a des choses qui interagissent, ça nous fait comme réagir. Oui. Puis l'autre, c'est la vision centrée sur tout ce qui est proprioception. Fait que développer des nouvelles capacités. Tu sais, je parlais de limitation de clavier-souris. Ben, tu sais, par exemple, avec les systèmes de réalité virtuelle, tu sais, maintenant, on a des manettes, on bouge dans l'espace. C'est comme une dimension qui est supplémentaire. Fait que c'est un peu les 3 visions, puis là, on peut exploser ça beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui, toi, t'amène à l'Université Laval à enseigner, à pousser une nouvelle génération de designers à sortir des écrans. Comment tu le conçois? Comment t'arrives à faire ça? Dans le fond, à l'Université Laval, c'est un programme de design de produits. Fait que c'est comme un design industriel, mais adapté aussi à une vision plus entrepreneuriale, qui est comme une vision assez traditionnelle du design industriel. Moi, j'ai une formation en génie mécanique. J'ai beaucoup d'intérêt pour l'électronique. Puis j'ai vu cette opportunité-là de comme au moins donner une petite base en design d'objets électroniques interactifs. Puis l'analogie que je donne souvent, c'est que je présente une porte aux étudiants, puis je vais être honnête, la majorité, cette porte-là, les intéresse pas. C'est un projet comme un autre, puis ils retoucheront pas. Mais pour les 2-3 étudiants que ça l'a particulièrement intéressé, ben rapidement, ils ont comme une petite base de programmation, une petite base électronique. Là, c'est de plus en plus facile de faire des prototypes en électronique. Puis après ça, je me dis, ben s'ils veulent comme plonger là-dedans, ben ils ont déjà comme une base de langage, puis comme c'est moins épeurant. C'est sûr que la première fois que tu fais ça, c'est comme tout est nouveau, puis c'est quand même difficile. Mais une fois que tu l'as fait une fois, ben là, tu as des points de repère, puis c'est plus facile après ça de progresser là-dedans. Et quand ils sont dans le milieu professionnel, c'est peut-être aussi des choses qui vont à un moment donné leur dire, ben j'ai peut-être pas besoin de faire une app, je peux peut-être aller vers une interaction entre l'humain et la machine qui serait dans l'environnement, dans le magasin, dans l'ascenseur, peu importe, mais ça rouvre ces portes-là dans leur tête aussi, là. Ouais, c'est mon rêve que si quelqu'un, si un de mes anciens étudiants me rapportait cette expérience-là, je serais vraiment content. Puis là, hors micro, on en parlait un peu, mais tu sais, au-delà de réfléchir à une interaction, tu sais, il y a souvent une limitation sur quel type de capteur on peut choisir, quel type d'interaction ça permet de faire, les vitesses de calcul. Tu sais, souvent,
on veut comme souvent comme des schémas de pensée similaires. C'est comme OK, on veut la position de quelqu'un dans l'espace. Mais si on veut le faire à bas coût, portable, distribuable, c'est très difficile. On peut le faire avec une Kinect, mais déjà là, le niveau de connaissance est plus élevé. Puis là, ça force les étudiants à itérer, à dire OK, qu'est-ce que je peux faire à bas coût? Quel type de capteur? Je prends-tu un accéléromètre, juste un bouton? Je prends-tu un laser qui mesure une distance? Oui, OK, mais ça, c'est juste unidirectionnel, je l'aurai pas en 2D. Fait que là, c'est comme ça. Ça force à avoir comme plein de stratégies. Puis là, une fois que ça c'est fait, la prochaine couche, c'est de le programmer. Puis là, il constate que c'est plus difficile qu'on pensait, les algorithmes, des boucles d'itération. Mais là, c'est le fun de voir l'interaction puis le back and forth qu'on dit là, en anglais, entre, mettons, le choix de capteur, la programmation, c'est trop difficile, le processeur il est trop lent parce qu'on a pris un processeur qui est cheap, qui est correct, là, c'est une approche bien correcte. Là. Puis là, de se poser après ça la question, une fois qu'ils ont rendu le projet final, c'est si c'était à recommencer, là, il y aurait d'autres stratégies en place. Fait qu'on a comme ouvert un monde de possibles. Puis, souvent, moi, ce que je trouve le fun, c'est que moi, j'ai les étudiants à la 2e année. Puis à la 3e année, quand ils présentent leur projet de fin de bac, il y en a beaucoup qui ont intégré l'électronique. Ah ouais. Puis j'aime croire que c'est parce qu'ils ont déjà eu une initiation en 2e année, puis ils savent un peu qu'est-ce qui est comme trop compliqué, pas assez compliqué, est-ce qu'on a besoin d'aide à l'externe pour être assisté au niveau de la programmation, de l'intégration, des choses comme ça. Ben, c'est important, je pense que ça va changer le marché tranquillement, puis ça doit le changer parce qu'on est noyé dans nos écrans, on y est quotidiennement, constamment. Il y a bien des endroits, bien des moments de vie qu'on pourrait aller chercher pour interagir avec les humains d'une façon différente. Ça va certainement intéresser les publicitaires, mais plus que ça, des gens dans le bien-être. Puis je voulais t'amener justement sur ce sujet-là parce que c'est quand même ton activité principale. Ta compagnie, Cartus, qu'est-ce que c'est? Puis c'est quoi la ligne dorée qui t'a amené à créer cette entreprise-là? Et qu'est-ce que ça fait, surtout? C'est gentil d'en parler. Dans le fond, Cartus, c'est un fauteuil roulant adapté pour la course puis le plein air. Le fauteuil, il y a 3 roues, fait que 2 roues à l'arrière puis une roue à l'avant, avec une roue directionnelle. Puis dans le fond, la gros avantage, c'est que d'un, ça n'a pas l'air d'un fauteuil roulant traditionnel, fait qu'on déstigmatise un peu cette image-là. Puis c'est aussi un produit très excitant qui performe très bien. On a plusieurs records Guinness. Dans le fond, l'idée, c'est donner accès au plein air aux gens qui en ont pas, qui sont pas capables d'y avoir accès par eux-mêmes. Puis aussi, c'est de briser l'isolement. Le fauteuil, il faut l'utiliser nécessairement à 2. Ça prend quelqu'un qui pousse. Puis dans le fond, l'idée là-dedans, c'est justement de briser l'isolement. Puis à plus grande échelle, c'est de créer une communauté de gens à mobilité réduite qui participent à des activités avec soit des marcheurs, des coureurs. Fait que ça, c'est Cartus. La raison pourquoi j'ai parti ça, moi, c'est super simple. Quand j'ai commencé mon parcours universitaire, j'étudiais en finance, en plein dans la crise financière de 2008-2009. C'est banal, là, j'écoutais RDI, puis il y avait une annonce qui disait qu'à cause de la spéculation sur le prix du riz, il y avait comme 1 milliard de personnes qui ne pouvaient pas s'alimenter cette année-là. Puis moi, ça a comme ouvert, ça a allumé une lumière, puis j'ai dit, moi, je ne veux pas contribuer à ce système-là. Fait que j'ai changé en génie mécanique dans l'idée de faire une différence positive dans la société, mais justement, on parle d'interface tangible, mais pas virtuelle. Je voulais faire quelque chose de concret. Je trouvais que le génie mécanique, c'était comme une formation qui me permettrait d'aller chercher ces compétences-là. Puis le projet Cartus s'est présenté devant moi. Puis comme il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis je trouve que c'est très sage, parce que je pense que c'est ça, cette personne-là m'a déjà dit, je pense que c'est pas toi qui as choisi le projet Cartus, je pense que c'est Cartus qui t'a choisi. Puis je pense que c'est bien imagé parce que, on s'en doute, là, partir d'une entreprise manufacturière, surtout dans ce domaine-là, c'était quand même difficile. Puis ce qui est cool avec Cartus, c'est qu'on a découvert que dans certaines circonstances, au-delà de faire une balade de Cartus, des fois, c'est des gens ils ont la mobilité, mais ils sont confrontés devant certaines solitudes, puis c'est devenu un élément déclencheur. Fait que le simple fait de vivre le vent dans le visage, voir que quelqu'un a envie de partager une activité avec eux, les sensations, là, des fois, ça tourne, on le sent, là, on le sent dans le corps un peu. Ça a comme déclenché un besoin de resocialiser, redevenir actif. Moi, j'ai des personnes à mobilité réduite aussi qui, en côtoyant, malgré tout, une communauté de coureurs, ça leur a donné envie de se reprendre en main, de faire l'activité physique, de couper la liqueur. Fait que, il y a comme plein de nuances à ce produit-là qui sont super intéressantes au-delà d'un simple fauteuil pour avoir accès au plein air. Fait que c'est vraiment la ligne directrice de ta vie professionnelle. C'est la société, c'est d'aider, c'est vraiment le fun. Je demande pas à personne de s'impliquer
autant que je le fais. Je pense que c'est pas réaliste. Mais au moins, comme on fait toute partie d'une communauté, on est tous des citoyens. Si on peut trouver une façon de s'impliquer, c'est sûr qu'il y a plein d'organismes, qui soient sur des conseils d'administration, du bénévolat, qui gagneraient d'avoir des professionnels, des gens qui ont l'expérience, etc., à participer. Donc, si ça interpelle des gens, on les invite à te contacter à travers le site? Ils peuvent me contacter, absolument. Ah, c'est super. Mais écoute, Philippe, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. C'est tout le temps le fun de parler de nos projets. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Et puis encore, merci à la firme conseil Novipro d'avoir encouragé la production de cette édition de Mon Carnet cette semaine. Finalement, un dernier merci, et il est à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. J'étais très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.